Bonjour tout le monde. Salut Myriam. Bonjour à tous, bonjour Déborah. On va laisser le temps à tout le monde de se connecter, on va se dire bonjour tranquillement pendant une petite minute. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, avec plaisir. Je vois que de plus en plus de monde se connecte. Donc Ouais, on vous laisse le temps de vous connecter. C'est un grand plaisir en tout cas d'animer ce webinaire social selling avec Déborah aujourd'hui. ouais, moi aussi, c'est un grand plaisir, merci beaucoup pour, tout ce que tu as fait pour la préparation à ce webinaire Myriam et aussi à Sandra et Floriane. Vous avez super bien bossé. C'était, un beau travail d'équipe. On vous a préparé, des slides avec beaucoup de contenu. Il va y avoir, de la viande, hein, dans ce webinaire. Mais également beaucoup de best practices, beaucoup d'études de cas. Donc il y a un webinaire très riche en informations. Yes. Est-ce que tu penses qu'on attend encore un petit peu? Tu vois le nombre de personnes qui sont en train de se connecter de ton côté? J'ai l'impression qu'on est déjà nombreux, donc je proposerais bien de commencer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Déborah? Ouais. Allez, ça marche. Merci aux C'est dernières parti. personnes qui nous ont rejoints. Donc voilà, on va parler de social selling aujourd'hui. On est super contentes, toutes les 2 d'animer ce webinaire ensemble. Donc c'est, le premier webinaire qu'on fait ensemble, Agorapulse et Skippers, et on est alignés sur vachement de trucs. Donc on était, super contentes, nos 2 équipes, de collaborer, sur ce webinaire. Et bah, voilà, le titre de notre, webinaire aujourd'hui, c'est Social Selling, la méthode gagnante pour convertir sur les réseaux sociaux. Donc on va parler de réseaux sociaux, mais de conversion. Aujourd'hui, on va pas trop parler vanity metrics, on va rentrer direct dans le vif du sujet et je te laisse te présenter Myriam. Mais oui. Merci Déborah. Donc Myriam, je suis account exécutive au sein de Skippers, ça fait 3 ans et je te laisse, également te présenter Déborah. Ouais, moi je suis content marketing manager chez Agorapulse, donc dans l'équipe marketing France, à savoir que c'est une boîte française, on est, après implanté dans le monde entier, mais voilà, moi ça fait un peu plus d'un an que je suis à ce poste. Et bah, je vais vous présenter un petit peu Agorapulse du coup. Donc c'est un outil qui sert à, utiliser beaucoup de fonctionnalités, poussées pour gérer ses réseaux sociaux. Donc on peut en avoir besoin quand on commence à avoir un certain nombre de comptes, peut-être plusieurs personnes qui sont sur le coup dans l'équipe, social media management. Du coup, il y a des fonctionnalités qu'on peut trouver sur pas mal d'outils. C'est le cas de la publication, voilà, programmer ses posts à l'avance, regarder, un rapport assez basique des stats, des posts qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a également des fonctionnalités qui sont vachement plus uniques. Donc une fonctionnalité de veille, qui est d'ailleurs en train d'être mise à jour avec des tas de nouvelles possibilités, donc je vous encourage à aller, la checker. Des fonctions de collaboration qui fait que c'est, vraiment pratique de travailler en équipe pour, assigner des postes à quelqu'un, pour les envoyer pour validation et cetera, des tags, voilà, toutes sortes de trucs et la dernière, fonctionnalité qui est brevetée, c'est, le calcul du ROI des réseaux sociaux et on en parlera d'ailleurs tout à la fin, du webinaire parce que ça peut être intéressant de voir comment ça s'applique à notre sujet aujourd'hui et puis vous avez en bas, bah, les réseaux sociaux sur lesquels ça s'applique. Et puis quelques stats sur notre boîte. Donc je vous disais, on est français. On a des collaborateurs partout dans le monde, hein, mais voilà, on est une bonne équipe, en France. Après on est aux États-Unis, en Pologne, en Amérique du Sud, un peu partout. On a tout un tas de prix régulièrement, sur G2, donc n'hésitez pas à comparer les différentes fonctionnalités avec, voilà, avec nos concurrents pour voir si ça vous convient bien. Et à titre d'exemple, voilà, un petit échantillon, de nos clients qui sont très satisfaits de notre produit. Donc on a aussi bien des agences de marketing, de com, que des marques. Ça peut être des marques B2B, B2C. On a des non-profits, on a, des collectivités locales, des services du gouvernement, voilà, c'était pour vous donner en tout cas un petit aperçu et je vais te laisser aussi, présenter Skippers, Myriam. Merci Déborah. Donc pour présenter Skippers, on est spécialisé sur l'engagement client. Quand je dis engagement client, bah, ça peut être des contenus générés par les consommateurs, des UGC, sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ça peut aussi être sur les sites e-commerce. Donc vous pouvez très bien, créer, bah, des assets qui peuvent être des avis consommateurs, des posts
sur les réseaux sociaux, des vidéos consommateurs, des live shopping. Donc c'est ça notre cœur de métier. Pour raconter un peu Skippers, en fait, Skippers a racheté plusieurs startups françaises, dont des entreprises très connues comme Avis Vérifié, et on a fait 6 solutions SaaS complémentaires. Donc ces 6 solutions, c'est très simple. En fait, on va toucher toutes les étapes du parcours consommateur. Depuis l'influence marketing, on va attirer des nouveaux clients, en fait. On va, vous faire gagner en visibilité, notoriété. On peut aussi organiser des sessions de live shopping pour, pousser, à l'achat et ensuite convertir, en fait, vos consommateurs, en ambassadeurs pour qu'ils puissent déposer des avis, qui peuvent être des avis vidéo ou des avis écrits. Et pour terminer, les fidéliser, en fait, en les questionnant, régulièrement, en prenant le pouls avec, des questionnaires de satisfaction. Ça peut être aussi de la personnalisation via notre CDP. Donc vraiment, on va avoir un cercle vertueux. On va toucher toutes les étapes du consommateur via Skippers, qui est un groupe de plus de 500 collaborateurs et également présent à l'international. Donc voilà pour la présentation de Skippers. Yes, parfait. Du coup, on va parler tout de suite de social selling parce que c'est pour ça que vous êtes là. Pour vous présenter rapidement, les différentes parties de ce webinaire, d'abord, on va expliquer pourquoi faire du social selling. On va vous donner quelques chiffres qui normalement, voilà, vont servir à vous montrer que c'est une problématique super importante de nos jours. On va parler de différents leviers que vous pouvez voir ici et puis on gardera du temps pour les questions vers la fin. Donc vous êtes assez nombreux et on a beaucoup de contenu à vous délivrer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on préfère, prendre les questions une fois qu'on aura vraiment terminé cette présentation. Par contre, vous pouvez toujours, poser des questions s'il y a des problèmes techniques ou quoi que ce soit dans le chat. On a des collègues qui sont là pour y répondre et on vous encourage, à partager, le webinaire sur les réseaux sociaux si ça vous a plu. Donc vous verrez sur tous les slides en bas à gauche, le petit tag qui permet de taguer nos boîtes. Et voilà, n'hésitez pas à prendre des screenshots, c'est OK. Taguez-nous, comme ça on verra vos posts, on n'hésitera pas à réagir dessus. Voilà, donc on vous propose de commencer avec une question, un sondage. Quelle part de votre budget social media vous dépensez idéalement, en tout cas en influence? Voilà, donc vous êtes de plus en plus à répondre. Donc on voit les réponses s'afficher. J'attends encore quelques réponses. Donc, quelle part de votre budget social media dépenseriez-vous en influence idéalement? Donc, on est à 10 ou moins sur 65 des répondants, 50 pour 24 des répondants et 70 ou plus pour 14 des répondants. Donc, extrêmement intéressant comme insight, ce qui nous permet de rebondir aussi sur pourquoi faire du social selling aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. Le social selling, oui, c'est l'art et la manière de vendre sur les réseaux sociaux. Mais ça permet aussi de développer une relation qui est plus authentique avec votre audience, avec vos clients et en fait, les codes des réseaux sociaux, permettent aussi la mise en place d'une communication qui est plus simple, qui est plus interactive et plus spontanée, mais aussi un ciblage qui est plus précis. En fait, vous allez pouvoir, par exemple, faire des partenariats avec des micro et nano-influenceurs qui vont, pouvoir aussi, rendre possible un ciblage très fin des audiences. Et donc, au-delà de ça, ça permet aussi de répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent pouvoir acheter facilement, instantanément les produits en un clic. Donc, c'est aussi une facilité pour eux. Quelques chiffres également pour également, vous, projeter sur le marketing d'influence. Donc, 87 des acheteurs se sont déjà laissés séduire, par, en tout cas, de l'influence marketing. On a 52,1 millions des Français qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux et 54 des utilisateurs qui utilisent les réseaux sociaux pour rechercher un produit. On a également 64 des Français qui ont déjà fait un achat directement sur un réseau social. Je te laisse, continuer. OK, je reprends à partir d'ici.
Du coup, je voulais vous montrer quelques exemples de campagnes qui peuvent illustrer le social selling. Et ça ressemble, ça peut prendre différents aspects selon les réseaux sociaux. Et c'est hyper important justement d'adapter son contenu au réseau social. Donc, pour vous montrer 3 exemples vraiment différents, sur la gauche, par exemple, c'est un exemple de social selling sur LinkedIn. Et dans ce cas-là, on propose directement de télécharger un livre blanc d'HubSpot. Voilà, ça ressemble vraiment à une pub. Enfin, c'est une pub, hein, c'est le genre de contenu pour lequel on paye là pour le coup. Et il y a le petit bouton download qui permet de faire ça sans sortir de l'application. Il y a d'autres manières après de faire du social selling sur LinkedIn qui passent un petit peu plus par la personnalité de la personne qui prend la parole, notamment avec l'employee advocacy. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Sur Facebook, par exemple, vous voyez cette pub de Emma, des matelas. Donc, ils sont très, très forts en social selling. Et eux, pour le coup, ils utilisent la fonctionnalité Facebook Shopping, donc qui est propre à Facebook. Donc, encore une fois, c'est un contenu qui est vraiment adapté à ce canal-là et qui n'est pas forcément déclinable sur LinkedIn, par exemple. Et puis sur Insta, donc là, une pub vraiment typique. Donc, on voit un produit, on le voit en activité. Donc, il n'est pas sur un fond neutre. Il est vraiment en train d'être utilisé par une personne. Ça peut être une photo, ça peut être une vidéo où on voit la personne en entier ou un bras ou peu importe. Et puis, il y a le petit tag des produits directement qui permettent d'utiliser la fonctionnalité Instagram Shopping. Donc là, c'est un post d'Uriage et c'est vraiment des exemples qui fonctionnent plutôt bien. Donc, on vous a assez parlé de différentes, de la force du social selling. On espère vous avoir convaincu. Et si c'est quelque chose que vous avez envie d'exploiter, du coup, on va vous présenter 3 leviers, à commencer par le marketing d'influence. Alors, premier levier, merci Déborah, le marketing d'influence. Déjà, pourquoi faire du marketing d'influence? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on voit qu'il y a 87% des acheteurs qui se sont déjà laissés séduire par un influenceur avant de réaliser un achat. En termes de ROI, aussi, on constate qu'il y a 17 € pour chaque, en tout cas le ROI pour chaque euro investi dans une campagne de marketing influence. Et 93% des professionnels du marketing ont recours au marketing d'influence. Donc, on voit que c'est largement utilisé. Maintenant, si on regarde un peu plus près les objectifs, en fait, on voit que les principaux objectifs sont évidemment de se faire connaître et d'augmenter la notoriété, mais pas que. En fait, on a aussi cet objectif sur l'audience, de pouvoir soit rajeunir l'audience, parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont massivement utilisés par les jeunes générations, mais aussi, on peut élargir une cible, toucher en tout cas davantage, d'audience. Également booster les ventes, parce que les influenceurs peuvent présenter à, leur audience les produits de votre marque et aussi partager des liens vers les fiches produits, booster les clics et aussi la conversion. Donc les objectifs sont nombreux. Hem, Au-delà de ça, il y a également des best practices en influence. Ouais, je vais vous parler un petit peu des best practices. C'est un sujet dont je parle vraiment pas mal dans notre contenu Agorapulse parce que ça intéresse beaucoup notre audience. Donc je vous ai noté vraiment de manière succincte, hein, 7 best practices. N'hésitez pas à faire un screenshot de ce visuel parce que ça peut vraiment vous servir. La première chose, c'est de définir des objectifs clairs. Et l'objectif, c'est pas forcément les ventes. C'est à vous de voir quel est votre objectif avec une campagne d'influence. Ça peut être la visibilité, ça peut être des ventes, ça peut être des inscriptions à un événement, par exemple. Et il faut les communiquer, notamment avec l'influenceur ou l'influenceuse que vous aurez sélectionné. S'il y a une agence qui est impliquée dans le truc, faut aussi parler à l'agent et communiquer ces objectifs-là. C'est important et c'est la base pour que ça fonctionne, parce que si on n'est pas aligné, on ne va pas regarder chacun les mêmes KPI. Donc vraiment important de ne pas zapper cette étape-là. Deuxième chose, c'est de sélectionner les influenceurs selon plusieurs critères. Pourquoi je dis plusieurs? Parce qu'il n'y a pas que le nombre d'abonnés.
Le nombre d'abonnés, c'est évidemment important. L'influence, ça marche pas, hein, avec quelqu'un qui a pas ou très peu d'abonnés. Donc oui, c'est un critère, mais il faut aussi analyser la qualité du contenu. Est-ce que c'est un contenu qui est aligné avec l'image de votre marque, avec l'image que vous avez envie de donner de votre marque? Et puis analyser l'audience. On peut voir parmi les followers d'où viennent les gens, quel est leur âge. Est-ce qu'on peut creuser un petit peu pour comprendre leur centre d'intérêt? Est-ce que c'est encore une fois bien aligné avec les objectifs de la campagne? Troisième chose, donc respecter la loi. Ça, c'est tout nouveau, mais il y a maintenant une loi qui encadre l'influence commerciale. Donc, il faut absolument la respecter. Autrement, il y a des sanctions qui arrivent et il y a eu plusieurs sanctions déjà à titre d'exemple. Ça rigole pas, donc ne jouez pas avec ça. C'est vraiment important d'être transparent, donc de dire posts sponsorisés sur les posts, etc. D'avoir un contrat qui encadre tout ça avant même de commencer. Quatrième point, faites briller les influenceurs en leur donnant un max d'infos. Il n'y a rien de pire si ils parlent de votre produit et qu'ils se trompent sur une fonctionnalité ou que il y a eu un très très fameux flop de Oprah Winfrey un jour. Elle faisait la pub, je crois pour Microsoft, et il y avait marqué sur sa pub publiée depuis l'iPad ou l'inverse, je sais plus. Mais du coup, elle s'était pas du tout documentée, ou elle avait pas géré cette partie-là de l'influence, et bah, du coup, c'est contre-productif. Donc, vous pouvez donner de la documentation sur les produits, évidemment, sur la culture de l'entreprise, sur les personnes à taguer ou ne pas taguer, vraiment abreuver les influenceurs de cette documentation. Cinquième point, encouragez-les à utiliser leur propre tone of voice. Et c'est pour ça que vous faites de l'influence. On ne fait pas un partenariat d'influence si on a besoin d'un panneau publicitaire. Autrement, on choisirait un autre canal. Donc clairement, on les choisit pour leur tone of voice. Il ne faut pas les priver de cette liberté. Autrement, ça ne fonctionnera tout simplement pas et ce n'est pas vertueux comme manière de travailler. En sixième point, je vous disais mesurer les performances en live. Et pourquoi en live? Parce qu'il y a moyen d'adapter une campagne, surtout s'il s'agit d'un partenariat à moyen terme ou à long terme. Il y a moyen de fine-tune et d'adapter les posts sur la durée si on s'aperçoit que les résultats vont dans un sens ou dans un autre en analysant les premiers KPI. Et enfin, c'est une tendance qui est vraiment en train de se développer. Considérer justement des partenariats longs sur un pack de postes, par exemple, ça peut être 5 postes, ou ça peut être un partenariat sur plusieurs mois où la personne va sans arrêt mentionner votre marque en note en bas de poste, par exemple. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, ou encore considérer des partenariats avec un groupe d'influenceurs ou avec plusieurs influenceurs pour multiplier les options et vraiment, il y a pas moyen que l'influence corresponde pas avec votre marque. Normalement, il y a tout un panel de types de partenariats qui existent. Donc je vous encourage à suivre ces best practices. Alors, une étude de cas aussi pour vous montrer un exemple avec la marque Bourjois. Bourjois, en fait, fait régulièrement des campagnes d'influence marketing avec un objectif de notoriété, mais aussi de générer des ventes pour événementialiser les lancements des nouveaux produits sur les réseaux sociaux et aussi créer de l'affect sur les produits iconiques. Donc, comment Bourjois a orchestré cette campagne? Tout d'abord, en créant des histoires interactives, inspirantes, c'est-à-dire que là, les influenceuses n'avaient pas à faire des tutos make-up classiques, mais plutôt de raconter des histoires tout au long de leur journée, comment les différents produits make-up pouvaient les accompagner avec des histoires vraiment où la créativité était mise en avant. Au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est que oui, des UGC ont été réalisés, mais c'est surtout la réutilisation de ces contenus. Parce que ces contenus, vous pouvez, oui, les réutiliser sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous pouvez aussi les réutiliser sur les fiches produits. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir partager ces contenus sur les différentes fiches produits de la marque et également avoir ce type de carrousel. En fait, là, je vous présente un exemple de fiche produit où on va avoir en fait un carrousel avec tous les contenus influence qui ont été générés. Donc, que ce soit des stories, des posts, des reels et surtout la possibilité
d'acheter les produits à chaque fois. Donc Aujourd'hui, j'arrive aussi pas vraiment en terme et pouvoir ça, c'est pas possible. mesurer la conversion en fait sur ce partage. Donc vraiment de pouvoir dynamiser, humaniser une fiche produit avec des contenus qui sont beaucoup plus qui ressemblent en fait à des stories Instagram et avec aussi la possibilité d'acheter et de mesurer la conversion. Donc voilà pour cet exemple. En termes de résultats, ce qu'on peut constater, c'est que déjà, il y a eu 21 pages produits équipées. On constate déjà au bout de quelques mois 1300 ajouts au panier, 485 ajouts au panier après clic sur les posts UGC. Et en termes de chiffre d'affaires, on est déjà à plus de 55 000 € de chiffre d'affaires additionnel et encore plus parce que ça continue. Donc vraiment, c'est une façon aussi de réutiliser vos contenus générés sur l'influence marketing, mais pas que, parce que finalement, vous pouvez utiliser tout type de contenu sur vos fiches produits pour les rendre plus dynamiques et pour booster l'achat en permettant aux consommateurs de se projeter. Yes. Alors, on vous fait un petit sondage pour vous faire participer quand même, parce qu'on va pas être les seuls à travailler ici. Alors, d'après vous, quel contenu a de meilleures retombées commerciales? On vous parle soit de l'UGC uniquement, donc contenu généré par vos consommateurs, soit plutôt de contenu généré par des professionnels, des influenceurs, des créateurs de contenu professionnels. À votre avis, ça marche mieux dans quel cas? Vraiment en termes de retombées commerciales? Vous êtes déjà en train de bien voter. Donc il y a une majorité de personnes pour l'instant qui dit l'UGC, le contenu généré par vos consommateurs. Hyper intéressant. On laisse encore quelques secondes. Ouais, c'est à 81 %, c'est visiblement ce que vous pensez. Ça tombe bien, on va vous parler encore d'UGC et on va vous donner des bonnes astuces. Alors les UGC vidéo. Qu'est-ce que l'UGC vidéo et pourquoi faire de l'UGC vidéo? Donc déjà, on constate sur des chiffres clés, 86 % des consommateurs indiquent que les UGC influencent leur décision d'achat. Donc on a 92 % même des consommateurs qui font plus confiance à un contenu généré par un autre consommateur que par une marque. Donc il y a une vraie caution en fait sur ce qui est réalisé par les consommateurs. Et en termes, on est à fois 6,9 du taux d'engagement des UGC sur les réseaux sociaux par rapport au contenu de marque. Donc on voit, ça a un impact conséquent, ça permet de rassurer. Et ce qu'apportent les UGC au global, c'est que c'est vraiment un moyen, en fait, aujourd'hui, de rassurer. Et je laisse Déborah aussi compléter sur cette partie. Ouais, bien sûr. C'est non seulement un moyen qui est simple et gratuit de promouvoir son service, si on a une stratégie d'UGC, ça permet vraiment d'en créer un certain nombre et que les utilisateurs aient l'idée de les faire assez spontanément. Et ça les engage de plus pour en faire des ambassadeurs. Donc les personnes qui partagent votre contenu sous format vidéo, c'est des personnes qui s'engagent en faisant ça et qui deviennent vraiment importants. Enfin, la marque devient importante dans leur vie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des ambassadeurs. Pour autant, ils ne sont pas forcément en train de faire ça de manière professionnelle. Et oui, ça augmente vraiment la crédibilité auprès de leur propre audience. Donc c'est pas forcément des personnes qui ont une très grosse audience, mais ça va être plutôt la multitude de la présence de ces posts-là et qui font que la présence de votre produit va être un petit peu partout, qui fait en sorte que ça rend le produit ou le service crédible. Et puis, on note également que c'est des taux d'engagement qui n'ont rien à voir avec les pages entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, tout réseau confondu. Les profils personnels ont toujours plus d'engagement, voire même de conversion que les profils entreprises. On ne joue pas sur les mêmes tableaux, hein. Les pages entreprises servent en général à des coms un peu plus corporate, ou alors elles peuvent reprendre les posts UGC qui ont été faits par les utilisateurs. Mais pour avoir vraiment des personnes qui s'engagent, il faut que ce soit authentique. Et c'est vraiment ça l'utilité de l'UGC. Alors, quelques best practices, vraiment des tips pour les UGC. Il y a plusieurs best practices. Tout d'abord, définissez des objectifs clairs.
Bien entendu, comme tout sujet marketing, il faut avoir un objectif clair. Est-ce que cet objectif, c'est la réassurance, c'est la conversion, également des indicateurs aussi à mettre en place, et vraiment l'idée de mesurer, en fait, ce que vous allez pouvoir, mettre en place, mais aussi l'authenticité parce que là, on est sur des consommateurs qui vont parler à d'autres consommateurs. Donc il faut que ce soit, authentique, pas trop chiadé. Également diversifier les formats visuels. Vous pouvez être sur des formats, verticaux, horizontaux. Vous pouvez être, sur un format, en plusieurs étapes, un tuto. Vous pouvez être sur une beauty routine. Vous pouvez être sur quelque chose de plus détaillé. Vraiment à vous de voir le type de format que vous souhaitez. Bien entendu, ces éléments vont permettre de rassurer aussi durant l'achat. Donc, c'est important d'ajouter des formats additionnels que vous n'avez pas déjà, en tout cas des informations additionnelles que vous n'avez pas déjà mises en ligne, et également de créer des contenus qui sont mémorables. Oui, quand vous déployez une campagne d'UGC, il faut que ce soit marquant, il faut que ce soit facilement partageable, pour favoriser aussi la viralité auprès de l'audience et également de mesurer l'impact de tous les contenus. Donc, bien entendu, l'impact sur le taux de conversion, donc calculer le taux d'engagement, l'impact sur le SEO, sur les ventes, le taux de partage, le taux de visualisation, donc tous ces éléments-là à intégrer aussi sur votre stratégie UGC. Donc, pour vous montrer un exemple, notamment avec la marque EasyPara. EasyPara, aujourd'hui, c'est le leader de la parapharmacie qui, va aller de la dermocosmétique aux compléments alimentaires, aussi par les soins capillaires. Donc vraiment, il y a tout type de produits. Et l'idée pour eux, c'était vraiment d'enrichir les fiches produits avec du contenu authentique et d'augmenter la conversion pour proposer une expérience différenciante. Donc, ce qui a été mis en place pour, la marque EasyPara, c'est vraiment de, créer un pool d'ambassadeurs et pour ça, on a mis en place aussi notre, technologie, hein. On a vraiment sollicité, massivement les clients, la base client, d'EasyPara pour trouver les meilleurs ambassadeurs. Donc on a effectué un casting, on les a accompagnés aussi, dans la production de témoignages vidéo avec différentes étapes, avec des consignes. Également, alors ces vidéos, une fois réalisées, on les a validées. On a également, posté sur les différents leviers de la marque, donc ça peut être sur les fiches produits, sur les réseaux sociaux. On les a réutilisés sur tous canaux de communication. Donc vraiment, ça permet d'avoir, une caution consommateur à réutiliser massivement. Là, on le voit, sur la réutilisation des vidéos, on est quand même sur une réutilisation qui est, assez conséquente parce que, déjà, il y a 2000 vues par jour sur ces vidéos consommateurs qui sont disponibles sur certaines fiches produits, et également les internautes, ils vont passer plus de temps sur une page produit avec ces vidéos. Il y a également Google qui va privilégier davantage les vidéos plutôt que les photos et même en termes de statistiques, hein, on a déjà 404 vidéos qui ont été réalisées avec, 362 créateurs aussi, qui ont été identifiés, qui ont été validés pour la création, de ces vidéos et plus de 200 vidéos là juste en 2023. Donc vraiment, c'est un outil qui permet, d'humaniser, de dynamiser le parcours client et de pouvoir être réutilisé massivement parce que oui, on pense aux fiches produits, aux réseaux sociaux, mais pas que en fait, parce que vous pouvez très bien les réutiliser sur des newsletters, sur des galeries vidéo sur votre site, sur des QR codes, en magasin, sur des écrans, sur des e-retailers, Amazon. En fait, la réutilisation, elle est un peu infinie de ces vidéos. Voilà. Yes. Je voulais vous expliquer, en termes de social selling, comment traquer les conversions et sur ce point-là, c'est vrai qu'on va parler plus, de posts qui sont faits par la marque, donc pas forcément par les utilisateurs, voire par les influenceurs. Donc en fait, c'est une manière, de comprendre en argent, quelles ont été les retombées, d'un post. C'est pour ça qu'on a appelé cet outil le social media ROI. Et dans le cas de l'UGC, je note on peut mesurer les résultats d'une autre manière, mais plus avec notre outil de veille. C'est vrai que là, j'ai pas mis de screenshot forcément, pour cet outil-là, mais c'est un outil, où on peut, réaliser une veille de manière assez granulaire, soit par hashtag, soit par nuage de mots et cetera pour, analyser le sentiment par rapport à une marque et voir tous les posts qui peuvent remonter, qui parlent soit de notre marque, soit de nos concurrents ou des thématiques, qui nous tiennent à cœur.
Donc parenthèse fermée, mais ce que vous avez à l'écran, donc c'est l'outil Social Media ROI, où on peut voir avec la vue d'ensemble qu'on veut, soit par réseau social ou encore par post, le nombre de visiteurs et ce que ça représente par rapport à notre objectif commercial. Donc là où certains outils vont nous montrer différentes analyses des likes, des commentaires et voilà, de différentes parties de l'engagement, voire des clics, on va pas forcément voir la valeur en argent et c'est vraiment ça qui fait la force de cet outil et ça fonctionne en se connectant avec Google Analytics. De son côté, Google Analytics, en étant utilisé seul, va pas montrer la granularité poste par poste. Donc, c'est vraiment Agora Pulse et Google Analytics qui fonctionnent ensemble dans cet outil-là et qui permet vraiment de faire en sorte que le social selling soit quelque chose de tangible, dont on peut parler au reste de l'équipe, que ce soit l'équipe sales ou à sa hiérarchie, et pour vraiment faire valoir la valeur marchande de notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, hyper important. Alors, on va continuer avec un sondage. Avez-vous déjà réalisé un live sur les réseaux sociaux? C'est parti, on vous laisse répondre. Voilà, donc on voit les réponses s'afficher progressivement. On vous laisse un peu de temps pour tous répondre. Donc, je vois qu'on a déjà un peu des tendances. Donc, pour 63%, vous n'avez pas encore réalisé de live. 28% oui, moins de 5 et 8% en tout cas d'entre vous qui en ont déjà fait plus de 5. Intéressant en tout cas comme tendance. C'est vrai que les événements live, alors qu'est-ce que ça comporte exactement ces événements live? Déjà pour définir un peu ce qu'est un live c'est une technique de vente en fait 100% en ligne qui va connecter des présentateurs à une audience de consommateurs pour promouvoir une sélection de produits. Et donc, il y a plein de façons de faire des lives aujourd'hui parce qu'on a quand même, beaucoup de réseaux sociaux qui le permettent. Donc vous pouvez aussi bien faire des lives sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Tout va dépendre de l'audience que vous avez envie de toucher. Forcément, sur LinkedIn, on va être sur quelque chose de plus professionnel, avec des best practices. Sur Instagram, on va être sur quelque chose de plus léger. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir renforcer l'engagement avec votre audience, tester et vendre des produits et aussi entretenir la relation avec votre communauté. Ce qui est un peu différenciant aussi, si vous voulez récupérer davantage de statistiques sur les ventes, et évaluer vraiment la conversion, c'est aussi les lives sur les sites e-commerce, donc directement sur vos e-shops. Parce que là, vous allez pouvoir récupérer énormément de data, sur les vues, sur les partages, sur l'ad, en tout cas l'ajout au panier. Et donc il y a également plusieurs best practices sur cette partie live shopping. Yes, et puis c'est vrai que pour répondre à la question comment on fait pour multidiffuser, il y a aussi des outils qui existent pour ça, qui permettent d'être en live simultanément sur YouTube et LinkedIn, sur Insta et TikTok et cetera. Mais comme on le dit souvent, voilà, faites attention à quand même respecter les codes de chaque réseau social. Donc, à voir selon les cas d'application, si vous avez envie de multidiffuser ou vous attachez à faire des événements spécifiques pour chaque canal. Et donc une fois de plus, je vous parle des best practices cette fois-ci pour les lives, parce que j'en fais pas mal en tout cas pour Agora Pulse. La première chose, c'est de créer un rendez-vous récurrent. Ça peut être important pour plusieurs raisons. Déjà, ça fidélise forcément, hein, votre audience, elle va s'attendre à vous voir à intervalles réguliers, toujours sur plus ou moins le même créneau. Donc ça permet d'être facilement repérable parmi la multitude des événements qui existent. Donc voilà, ça fidélise et puis ça entretient une relation de confiance. Il y a aussi autre chose à noter, c'est que si vous avez des concurrents, entre guillemets, en tout cas des personnes qui parlent de sujets similaires à vos sujets, qui sont présents sur les mêmes plateformes, vous êtes concurrents du moins en termes de temps de cerveau disponible, du coup, ils vont eux aussi s'attendre à avoir un événement de votre part sur tel créneau et donc ils vont essayer de choisir un autre créneau. Donc ça peut être bien aussi de vous faire connaître de différentes personnes qui parlent qui parlent à la même communauté que vous. Donc vraiment important d'essayer de faire ça plus ou moins le même jour à la même heure et de les annoncer assez à l'avance. Et pour ce qui est des contenus,
on vous encourage à faire du contenu avec de la forte valeur ajoutée parce que, si quelqu'un prend de son temps, pour venir vous voir, il faut que ça serve à quelque chose, il faut qu'il y ait eu quelque chose à apprendre, que ce soit un use case, que ce soit des chiffres, des best practices, des choses des slides à screenshotter et à réutiliser. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas, ici. Donc varier vraiment les formats et les sujets, mais toujours avec cet apport de valeur qui doit rester au centre. Et n'hésitez pas à faire intervenir des guests. Donc si vous avez envie de parler de, je sais pas, d'intelligence artificielle, par exemple, et que vous n'êtes pas forcément pro sur cette problématique-là, n'hésitez pas à inviter une personne qui s'exprime souvent sur cette problématique, qui a écrit un livre ou qui a développé un outil ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment cool de faire intervenir quelqu'un pour parler de sa valeur plutôt que d'essayer d'inventer soi-même quelque chose. Quatrième best practice, utiliser le chat. C'est vraiment utile de faire participer l'audience comme par exemple ici on le fait sous forme de sondage. On peut aussi utiliser le chat, on peut afficher éventuellement des messages à l'écran et rebondir dessus. Ça sert à ce que ce soit vraiment utile pour les gens de vous voir en live. Autrement, ils verraient une vidéo YouTube en replay, ce serait vraiment pas la même chose. Et puis ça permet aussi d'être un peu plus détendu, parce que tout le monde sait qu'on est en direct. Et voilà, c'est très sympa à regarder comparé à un cours un petit peu plus formel. Et dernière chose, réutiliser le replay. Parce que ça a beau être en live, en général, c'est enregistré. Et ça peut être très utile pour plusieurs raisons. Pour la SEO. Donc, vous pouvez réutiliser cette vidéo ensuite, en faire un transcript, par exemple. Moi, je fais toujours des blogs qui retranscrivent les événements pour ensuite réutiliser ce contenu et l'avoir sur notre site de manière pérenne, evergreen. Et puis, vous pouvez aussi le découper, vous pouvez faire des extraits des parties croustillantes qui ont vraiment apporté beaucoup de valeur, en faire des vidéos verticales. Voilà, il y a vraiment beaucoup de manières de réutiliser le contenu. Donc, c'est une source ensuite de contenu presque infini du moment où vous avez eu la première idée, vous avez fait le premier événement. Voilà, pour vous montrer un exemple, de résultats et de case sur, le live shopping. Donc, exemple de live avec La Redoute. La Redoute, c'est un e-commerçant qui s'est mis très tôt, en tout cas sur le live shopping avec notre outil, où, là l'idée c'était vraiment de pouvoir créer du relationnel, de présenter les produits de manière différente. C'est comme si on a, un conseiller de vente qui va pouvoir s'adresser à plus de 1000 personnes à la fois et aussi d'avoir cette proximité, cette authenticité. Là, ils n'ont pas fait appel à des présentateurs professionnels, mais plutôt à des personnes en interne et aussi des influenceurs. Avec aussi une récurrence, c'est important cette récurrence parce que c'est ça aussi qui va faire venir l'audience avec un live par mois environ et ils ont même fait intervenir en tout cas, une influenceuse. Donc là, c'était, Yasmine Zerrock, qui, collabore régulièrement avec la marque, donc qui connaît très bien les produits, qui savait très bien les présenter et donc là aussi, l'intérêt de ces lives, c'est de pouvoir proposer du contenu inédit qui peut être, des promos, des jeux concours. On est vraiment dans de l'achat d'impulsion, de pouvoir créer de l'interactivité aussi avec le chat et surtout, surtout de pouvoir acheter les produits en un clic parce que là, on a vraiment de la fluidité, la possibilité d'acheter le produit très facilement, si on regarde les statistiques et vraiment, le nombre, de spectateurs. Alors là, on fait la différence entre le live et le replay parce que le replay, comme le disait Déborah, c'est très important et vous avez un catalogue de vidéos qui reste disponible sur votre site e-commerce, donc autant en profiter pour le relayer et aussi continuer de faire des ventes avec. Donc sur le live, on est à 9 de spectateurs avec 20 de taux d'ajout au panier et sur le replay, 91 de spectateurs avec 7,4 de taux d'ajout au panier. Il faut également dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent sur le mobile. C'est une solution mobile first aussi parce que vous pouvez, bien entendu, vous connecter directement depuis votre smartphone et surtout, comme je disais, la récurrence, en fait, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Voilà, je prends un exemple, je suis fan de koh, je vais pas rater une émission, mais c'est pareil sur les lives aussi, il faut avoir cette récurrence-là pour faire venir du monde sur ces émissions. Vous pouvez également diffuser au-delà du site e-commerce sur les réseaux sociaux parce qu'il y a cette fonctionnalité, on parlait de multidiffusion tout à l'heure, multicast qui permet de diffuser à la fois sur l'e-shop, mais également sur les réseaux sociaux de votre choix. Voilà. On va passer au dernier sondage pour aujourd'hui.
Est-ce que vous voulez en savoir plus sur nos solutions? Donc, Agorapulse, Skippers ou les 2. C'est utile pour nous, ça nous aide à comprendre, si ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était pertinent, si on s'est adressé aux bonnes personnes et puis, pour vous, évidemment, c'est utile parce que dans ce cas-là, on va pouvoir vous fournir les ressources nécessaires. Donc on vous laisse voter un petit instant. Vous êtes plusieurs à avoir envie d'en savoir plus sur les 2. Tant que vous pouvez continuer à voter, j'en profite pour vous montrer, ce slide qui a donc 2 QR codes, pour demander une démo, soit chez Agorapulse, soit chez Skippers. Une fois que vous êtes sur le site, n'hésitez pas à vous balader. C'est vrai que vous êtes pas forcément prêts là tout de suite, pour une démo. On sait pas forcément où, chacun en est, dans sa découverte à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à voir nos sites, dans les 2 cas, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de choses pour vous informer, et évidemment, si vous avez envie de parler à quelqu'un personnellement, demandez une démo et nos équipes reviendront vers vous, dans un très bref délai. Pour le QR code, je pense que c'est bon. On va, on va prendre les questions maintenant, si vous en avez. Donc on regarde aussi bien l'onglet chat que l'onglet questions. Si vous voulez les poser maintenant, ça va être le moment pour nous, d'aborder peut-être des parties qu'on n'a pas encore abordées dans notre présentation. Allez-y, c'est l'occasion. Il y a pas de questions bêtes, hein, je le rappelle, vraiment tout type de questions, et c'est vrai qu'on a présenté beaucoup d'infos, donc n'hésitez pas si vous voulez des clarifications ou plus d'infos. Yes. Je vois pas spécialement de questions, je sais pas si on attend encore quelques secondes, mais sinon on va pouvoir fermer le webinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vois des likes également. En tout cas, merci à tous pour votre participation. On espère que ce webinaire vous a été utile, riche en infos. C'était un plaisir de l'animer avec Déborah. Ah, il y a une question. Une question Ah, de il y a quelqu'un. une question. OK. Alors, une idée de contenu pour les réseaux sociaux pour un B2B. Moi, j'ai des idées, j'en ai plein, c'est mon métier, donc je vais pouvoir t'en parler, mais je te laisse compléter après, Mariam, si tu veux. Donc les contenus B2B, déjà en termes de canaux, ça va être plus LinkedIn. C'est le canal qui est vraiment top of mind, quand on pense contenu B2B. Après, ça peut être approprié également sur d'autres, je vais y venir dans un second temps. Donc sur LinkedIn, ce qui se fait beaucoup, en ce moment, c'est l'employee advocacy. Donc, n'hésitez pas à faire participer, les employés pour mettre en avant différentes parties de votre produit ou service qui s'accordent avec leur tone of voice. En fait, les employés, c'est comme des influenceurs. Il faut vraiment que chacun utilise, son style, sa ligne édito, son tone of voice. S'il y a une personne, par exemple, pour qui, je sais pas, la diversité, c'est hyper important, cette personne va s'exprimer, sur le fait que, votre boîte, est une boîte où la diversité est importante, où les employés sont divers et ça va être une manière, d'attirer l'attention sur votre boîte en B2B auprès des personnes qui sont dans le cercle de cet employé. Ou alors ça peut être des contenus que vous avez produits, hein, dès que vous avez, voilà, une nouvelle fonctionnalité, à votre produit, une nouvelle ligne de produits. Voilà, je ne sais pas quels sont vos produits et services, mais chacun va pouvoir partager, ce dont il est très fier par rapport à cette nouveauté. Donc toujours, vraiment vraiment intéressant de faire participer les employés. Et puis ce qui marche très bien aussi, c'est les contenus avec beaucoup de substance. Donc, dans le cas d'un webinaire, donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est une ressource sur laquelle on a beaucoup bossé, avec beaucoup de slides. Il y a une raison d'y participer parce que, c'est un moyen d'avoir une vue globale d'un sujet. Donc c'est intéressant pour nos partenaires B2B qui peuvent être des prospects qui peuvent être des partenaires, des clients, et cetera, de voir, ce qu'on a pu apporter sur une ressource longue comme celle-ci, donc plus vidéo. Et puis il y a son pendant écrit, l'e-book qui peut être une étude, qui peut être un guide, qui est également, très, très intéressant en B2B. Et dans ce cas-là, on va pouvoir le repartager sur les réseaux sociaux en partageant un extrait. Ça peut être un extrait court d'un webinaire passé, ou un teasing pour un webinaire à venir. Ça peut être une infographie qui met en avant les différents enseignements de l'e-book pour donner envie de le télécharger. Enfin voilà, il y a vraiment plein de moyens. Et ensuite, la déclinaison, TikTok et Instagram de de ce type de contenu que j'ai décrit, en fait, c'est des vidéos courtes qui mettent en avant, la même substance,
l'apport de valeur que votre boîte a envers, ses prospects. Alors, très, très bonne réponse de Déborah. Je pense que tu as quasiment tout dit. OK. Pour compléter sur les réseaux sociaux, on pourrait ajouter aussi, également, bah, Twitter, et YouTube, si besoin pour ajouter, des contenus parce qu'on sait que les personnes cherchent aussi de l'information de qualité et que vous pouvez également les toucher, hein. De toute manière, le multi-réseau, c'est toujours une très bonne stratégie. Je vois également qu'il y a une autre question sur comment toucher les nano-influenceurs sur les réseaux sociaux et sur le web. C'est une excellente question. Aujourd'hui, les nano-influenceurs, il y en a beaucoup qui sont inscrits sur des plateformes qui appartiennent à des communautés parce que ça reste quelque chose qu'ils vont faire en complémentarité de leur quotidien. On a nous-mêmes une communauté au sein de Skippers, en fait, où on a des influenceurs, bah, à la fois en France, dans d'autres pays à l'international et en fait, on va pouvoir les activer. Alors, on ne les rémunère pas, parce que ce sont des nanos, en fait, ce sont des influenceurs qui ont, voilà, ils ont quoi qu'il en soit moins de 10 000 abonnés et on va pouvoir les activer en échange de dotations. Donc vous pouvez leur proposer, du gifting, en fait, un produit, un événement, un service et en échange, ils vont pouvoir poster sur les réseaux sociaux. Là, ce qui est intéressant avec les nano-influenceurs, c'est surtout que vous pouvez, bah, avoir des taux d'engagement qui sont plus élevés parce qu'ils sont très proches de leur communauté. Et aussi, vous allez pouvoir faire de la masse parce qu'au lieu d'activer, bah, je sais pas, un macro-influenceur superstar qui va vous coûter très cher pour un post, là, vous allez pouvoir activer, bah, beaucoup de petits influenceurs qui vont vous permettre de gagner en notoriété. Et aussi, vous allez pouvoir en faire des ambassadeurs, sur une stratégie plus long terme, en fait, tout au long de l'année, vous allez pouvoir les réactiver. Donc c'est très intéressant d'activer ces nano-influenceurs. En plus, il y a une vraie part d'authenticité parce que là, ils vont pas être sur ils vont être sur un discours qui est très, qui est vrai, qui est authentique et c'est ça aussi qu'on recherche auprès de ces influenceurs, qui ne sont pas là pour l'appât du gain. Voilà. Je sais pas si, Ouais, il y a d'autres questions. c'était hyper instructif, ce que tu disais. Je complète aussi par rapport à la manière de les toucher, parce que je ne sais pas si c'est, ce que tu voulais dire, Florent. Pour moi, les nano-influenceurs, on les contacte par message privé. J'utilise énormément la messagerie privée LinkedIn pour ce genre de choses. Hem, Ça peut commencer parfois par des échanges sous commentaires, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui commente, tes posts régulièrement, tu commences à dire: «Bah, celui-là, je l'ai déjà vu, et puis il commente toujours un peu dans un certain sens, ça a l'air vachement intéressant. J'ai l'impression que, ce qui lui tient à cœur, c'est ceci, cela». Voilà, au XXIe siècle, on développe, quasiment des amitiés, sur les réseaux sociaux sans même avoir rencontré les gens, mais c'est des trucs quand même assez authentiques et puis, du coup, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe de contacter la personne en message privé. Ça peut être tout à fait naturel ensuite de dire: «Bah, j'ai vu que tu commentais souvent mes trucs, c'est intéressant, qui tu es, qu'est-ce que tu fais?» S'intéresser à Hem, voilà, au why, de cette personne et puis, c'est tout à fait comme ça qu'on peut mettre sur pied des partenariats avec les nano-influenceurs et dans un second temps, seulement parler de deadline, d'objectifs et cetera et puis appliquer toutes les best practices dont on a parlé, tout à l'heure, qui s'appliquent à toutes les tailles, de communauté, des influenceurs. Tout à fait et pour gagner du temps, c'est vrai que ce sont des échanges, qui vont commencer en one to one. Et pour gagner du temps, pour aller un peu plus vite en automatisation, pour toucher plus de nano-influenceurs, il y a toujours des outils, plateformes qui vont vous permettre en fait d'accéder tout de suite à un pool, d'ambassadeurs et de pouvoir les choisir, hein, parce que vous avez toujours la main en tout cas sur le fait de choisir ou refuser un partenariat, voilà. Ouais, 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 bien sûr. C'est vrai que moi, je parlais à une échelle, plus petite, mais si on a envie de développer, une opération avec, vraiment une masse de nano-influenceurs, dans ce cas-là, il faut passer par un outil, semi-automatisé, voire une agence, à ce moment-là, ça devient nécessaire forcément. Voilà, exactement et on vous le propose aussi également chez Skippers, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations Ouais, aussi là-dessus. j'espère qu'on a répondu à ta question, Florent. Yes, OK, super. Bon, j'ai l'impression qu'il y a pas forcément de nouvelles questions, en train d'arriver. Je pense on est bien, Myriam? Yes, j'ai l'impression aussi. OK. Bah, parfait, il y a Michel qui nous dit merci. Merci également. Et Lorraine, et Juliette. Bah, merci beaucoup à tous, d'avoir participé à ce webinaire. C'était un plaisir pour nous de parler de ce sujet qui nous tient à cœur.
En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé, travailler avec vous, l'équipe chez Skippers. Merci à Floriane et à Sandrine Partagé. qui ont beaucoup bossé dans l'ombre aussi, et à Ingrid, c'est vrai, elle était très présente aussi. Donc j'espère qu'on se refera ça, un de ces 4. Voilà, merci à tous, c'était un plaisir également. Merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui sont connectés.